Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Madame, monsieur, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus. Très nombreux, nous le savons, devant votre petit écran pour cet autre numéro d'Equinox Soir. Nous sommes donc partis pour 2 heures de programme entre 19h et 21h. Hier, mardi 10 mars, était jour d'ouverture de la 10e législature issu du scrutin législatif du 9 février dernier. Pour cette session de plein droit, c'est un trio essentiellement féminin qui constitue le bureau d'âge. La doyenne d'âge Laurentine Kouamfege, épouse Mbédé, élue RDPC, a procédé à la lecture du procès-verbal des députés élus. 139 seulement ont répondu présents à cette première journée de la session de plein droit consacrée à la vérification des mandats des élus et de la constitution de la nouvelle Assemblée. Comme le rappelait la doyenne d'âge, cette 10e législature intervient dans un contexte marqué par des profondes mutations dans la vie de la nation camerounaise. Pour Laurentine Kouamfege, il est plus qu'urgent que les élus de cette 10e législature. Pour eux, ils doivent préserver la paix, l'unité du pays. Madame, monsieur, à 20h, ce sera la grande édition d'information de 20h qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nofelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Dixième législature, qu'est-ce qui va changer pour en parler? Nous sommes en plateau ce soir avec Aristide Mono. Bonsoir Aristide. Bonsoir Serge Alanto, bonsoir à tout le panel ainsi qu'aux téléspectateurs de plus en plus exigeants d'Equinox Télévision. J'aimerais déjà d'entrée de jeu profiter de cette occasion pour vous présenter comme ça toutes mes félicitations et mes encouragements ainsi qu'au PDG de cette vaste entreprise audiovisuelle au regard de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Je vous assure, à partir de mon petit poste récepteur, je me suis dit il y a des Camerounais qui peuvent faire preuve de démocratie, preuve de beaucoup de tolérance, parce que lorsqu'on essaye de faire un retour en arrière pour voir ce qui se passe ou alors ce qui s'était passé dans certains médias ici au pays, on s'est dit très grand coup de chapeau à ce grand monsieur, parce qu'ailleurs on aurait tout simplement expulsé et conduit certains de vos invités. Heureusement, vous avez fait preuve de beaucoup de sang-froid. Ils s'en félicitent, ils disent que c'est une victoire pour eux. Effectivement, et c'est en fait, la personne qui gagne, ou alors le citoyen qui gagne dans cette affaire, c'est vous, c'est Equinox Télévision, parce que cela dément de manière péremptoire et de manière flagrante les propos qui ont été tenus la dernière fois par le ministre de l'administration territoriale qui a voulu faire croire à l'opinion qu'en fait nous avions affaire à une télévision qui, ma foi, brime tout ce qui relève de l'éthique, de la déontologie, de la démocratie, de la liberté d'expression. En fait, une chaîne qui avait pour seule ambition de déstabiliser le Cameroun. Alors, je pense que si ça avait été le cas lundi et hier, on aurait tout simplement expulsé ceux-là qui veulent garder le Cameroun en paix. Donc, je pense que ça a été fait de manière professionnelle et nous devons comprendre que la démocratie exige une certaine éthique. On ne fait pas la démocratie avec les lois, on fait la démocratie avec une certaine éthique. L'éthique, c'est déjà la tolérance. Il faut qu'on apprenne à être tolérant. Il faut qu'on ait un certain niveau de sportisation de mœurs. Parce que si au départ ou en amont, les uns et les autres ne veulent pas adhérer à cette éthique, nous n'aurons jamais de démocratie. Et c'est pourquoi j'aimerais fustiger en fait cette posture manichéenne qui est en train d'être diffusée au sein des masses camerounaises, posture selon laquelle lorsqu'on n'est pas d'accord avec les gouvernants, on est immédiatement anti-patriote ou anti-républicain. Je pense que la républicanité ou alors le patriotisme ne se lie pas à partir peut-être du soutien ou alors des postures griotistes,
Le patriotisme, c'est également dénoncer. Et dans le milieu de la presse, il y a ceux qui choisissent, par exemple, de parler uniquement du clan qui arrive à l'heure. Il y a d'autres qui peuvent décider de parler uniquement du clan qui n'est pas arrivé à l'heure. Le plus important dans toutes ces postures, c'est tout simplement le bien-être de la société. Si aujourd'hui, par exemple, vous prenez sur vous cette lourde charge-là d'aller enquêter, par exemple, dans un pays et dénoncer qu'en fait, que les primes des différents soldats qui sont au front ne sont pas assurés de façon régulière. Je pense que c'est également votre part de contribution dans la sécurité ou dans la sécurisation, parce que si on n'arrive pas à porter ces problèmes, je pense qu'on va tout simplement rentrer dans l'échec. Et je me dis, le ministre de la décentralisation doit comprendre une chose. La crise anglophone qui est au centre en fait de toutes ces querelles a été géré par des stratégistes et non des sécuritaires. Et ils n'ont pas tenu compte. C'est l'administration territoriale. Et ils se sont tenus compte. Et ils ne sont pas rendus compte qu'en fait, nous avions affaire à une guerre hybride, de nouvelles guerres. Et de nouvelles guerres interpellent plus les sécuritaires que les stratégistes. Les sécuritaires, ce sont ceux-là qui pensent qu'on peut tout résoudre avec les armes. Ce sont ceux-là qui pensent que c'est le statocentrisme, c'est-à-dire c'est l'État qui doit avoir le monopole sans toutefois tenir compte des outsiders. Et pourtant, ce qu'on devrait prendre en compte, c'est plutôt des postures sécuritaires. Les sécurités, c'est la sécurité élargie, c'est-à-dire au-delà du militaire, il faut mobiliser tous les autres secteurs, le secteur économique, le secteur sociétal, le secteur politique, pour qu'on puisse donc trouver la sécurité globale. Or, on a cantonné le président de la République dans des postures purement stratégistes qui sont des postures dépassées. Ok. Merci Aristide Mono, analyste politique. Un autre à côté de lui, David Eboutou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à l'ensemble des millions de téléspectateurs de la chaîne la plus prisée d'Afrique centrale. Je le dis parce que c'est un fait. C'est Equinox. Ils nous ont nié ça ici hier, le RDPC. On n'a pas voulu. Alors, c'est de leur droit aussi. Vous savez, il y a ceux qui arrivent sur des plateaux comme ceci pour défendre des postures, envoyer des signaux pour asseoir ou réconforter le strapontin. J'ai bien perçu ça dans la posture de l'un de vos invités hier, qui a trouvé comme ça une entourloupe dans une question que vous lui avez posée pour passer un message au directeur général de la CNPS. Il n'y avait aucune question qui était en rapport avec cette structure-là, mais il a trouvé une entourloupe par un jeu de ping-pong et s'est retrouvé là. Et donc, on a bien compris qu'il venait passer un message qu'on peut dire pensez à moi, voyez le boulot que j'abats sur une chaîne dont on dit acquise à l'opposition. Alors, au niveau du partage des strapontins, sachez que je suis là. Ce que je veux dire, et je rejoins entièrement les propos d'Aristide Mono tout à l'heure, c'est que malheureusement, notre société inquiète, le Cameroun inquiète de plus en plus. Il y a manifestement des groupuscules d'individus qui veulent nous enfoncer dans un manichéisme abject. Soit vous êtes de gauche, ou alors de droite. Si vous êtes de gauche, on vous accuse de ne pas être de droite. Soit vous êtes de droite, on vous accuse de ne pas être de gauche. On n'a même pas des positions centristes. Si vous adoptez des postures centristes, alors on vous accuse d'être proche de la gauche ou bien proche d'une autre posture. Et donc, ça fait donc qu'on a aujourd'hui une société totalement divisée où des néo-patriotes sont sortis de nulle part. Et parfois, parmi ces néo-patriotes-là, parce qu'on se connaît bien, il y a des gens qui ont encore profondé le régime en place et qui aujourd'hui, par des circonstances de retournement de situations bizarres, en sont à vomir sur les plats qui les ont nourris hier. Et c'est triste tout ça. Quand vous voyez ça, vous vous dites on est foutu. Et de là, vous voyez ces gens qui s'adonnent à huer et à dire avec autant d'énergie, à dire des choses qui ne tiennent pas, mais simplement, à mon avis, comme je le disais en prologue, parce qu'ils veulent simplement envoyer des messages. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point le Cameroun aujourd'hui traverse une situation extrêmement sensible. Extrêmement sensible dans la mesure où nous tous, et je l'imagine très bien, on n'a qu'un seul patrimoine commun qu'est le Cameroun. Quelqu'un le disait, je crois que c'est Aman Mana dans sa sortie, son droit de réponse au ministre de l'administration territoriale, il disait, ce qui est sûr, c'est que les gens que vous défendez aujourd'hui, dont vous pensez adouber les thèses, les sorties et etc. aujourd'hui, passeront. Les autorités actuelles, toutes passeront. Mais il y a une chose qui est certaine, il y a quelque chose qui restera, c'est le Cameroun. Nous avons le Cameroun en partage. Et donc, on ne peut donc pas croire ou prétendre qu'on a le monopole du patriotisme, qu'on enseignerait comme ça ou qu'on distribuerait aux autres comme des billes en pensant que nous, on a le meilleur des patriotismes. Ce que je veux dire, c'est que la critique, pour la critique peut être quelque chose de vaine. Mais il
il me semble que chaque fois qu'on émet des avis contraires ou différents ici, on les accompagne de propositions. Un exemple. Pendant des semaines entières, nous avons parlé des événements de Ngarbou. Il me semble que nous autres, sur les mêmes plateaux ici, nous avons non seulement salué la nouvelle posture du gouvernement aujourd'hui qui communique de plus en plus, mais qui en même temps fait un peu dans un confusionnisme qui peut en même temps les amener à se mêler les pédales de manière à donner du grand moudre au camp d'en face pour les critiquer. Un exemple sur le même cas de Ngarbou. Sur la sortie gouvernementale, nous avons reçu pas moins de 5 communiqués. Oui, 5 communiqués qui, à la différence près, disaient le contraire de ce que l'autre avait dit. Nous avons d'abord eu la sortie du chef de division de la communication du ministère de la Défense. Quelques heures plus tard, cette sortie a été suivie par la sortie du ministre de la Défense lui-même. Et il y avait déjà quelques fissures de défense, quelques fissures de différence qu'on pouvait entrevoir. Par la suite, nous avons vu la sortie du secrétariat général du RDPC, signé de main de maître par le secrétaire général du RDPC. La suite, c'était quoi? La présidence de la République, par le secrétaire général de la présidence de la République. Et quand vous avez lu cela... Le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication également. Donc, nous avons eu 5 communiqués sur le même sujet. Il y a eu le ministre des Relations extérieures à Genève aussi. Ah, voilà. Ce qui amène au moins à une conclusion, au moins. C'est qu'il n'y a pas une coordination stratégique en matière de communication en ce moment que le gouvernement utilise en communication de crise. Parce que j'ai suivi des arguments, je dirais, argutis encore hier sur ce plateau, où les gens disaient il y a une communication de crise. Il y a une communication. Est-ce que la communication de crise veut dire adouber, épouser systématiquement ce que le gouvernement vous sert, sans que vous fassiez preuve d'un peu de critique? Je viens de prendre un cas simple. Ceux qui vont scruter ces différents communiqués-là verront qu'il y a des éléments dissonants qui apparaissent et qui donnent du grand amour aux analystes politiques que nous sommes pour pouvoir dire il y a des incohérences à tel niveau, il y a ce qui ne va pas à tel niveau et pouvoir les présenter à l'opinion pour que l'opinion elle-même s'en fasse son avis. Il ne me semble pas qu'en étant dans des chimères qui veulent qu'on accuse l'autre parce qu'il ne pense pas comme vous, qu'on soit anti-républicain. Et je sors en disant que il faudrait que ces néo-patriotes fassent très attention. Ce pays nous appartient à nous tous. Et il faut qu'ils comprennent très bien que la crise actuelle qui frappe en plein cœur le Cameroun n'est pas de la faute des Camerounais qui nous écoutent là, qui sont là dans les rues. Elle est de la faute de ceux qui avaient en charge de la gérer au départ et qui ont versé dans le déni et les dénégations. C'est eux qui ont dit dès le départ qu'il n'y avait pas de crise, il n'y avait rien, tout allait bien. Et la crise s'est métastasée, elle est allée de mal en pire, et on est aujourd'hui à une situation de pourrissement. Faudrait donc pas se dédire et croire que ce sont les autres qui ont la poutre aux yeux, et que nous, on n'a rien fait. Que vraiment ce jeu malsain là s'arrête, où on distribue des bons points de patriotisme de qui ne l'est pas, de qui l'est, parce que nous voulons tous que ce pays se remette debout, et il me semble que les avis contraires, qui peuvent jaillir d'un tel plateau que l'opinion publique salue est la bienvenue dans la mesure où effectivement nous pensons tous au bien-être et au devenir de ce pays qui est le nôtre à nous tous. Serge Mebikoy, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalor tout salut. Allez-y, c'est votre tour. Justement, je ne voudrais pas rester indifférent à cette actualité qui nous a marqué ces derniers jours. Parce qu'il faut relever que nous avons vu un déferlement aussi bien dans les masses médias que sur les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve tous ces différents commentaires, construction sociale, des a priori, bref, des croyances qui ne sont pas réellement des indicateurs factuels. Mais il faut davantage observer que chaque média a une ligne éditoriale déterminée qui traite les informations en fonction non seulement des gens factuels, c'est-à-dire des gens qui portent sur des faits, mais bien plus sur des gens d'opinion. Donc aujourd'hui, lorsque l'on vient étiqueter négativement tel média, Equinox TV, FTV, Le Jour ou bien Balafon FM, ça pose un problème. On a davantage besoin d'un ensemble de matériaux qui puissent davantage nous présenter là où telle a photo bien tel autre. Il ne faudrait pas seulement que l'on vienne voir hégémonie tel média sans qu'il y ait une base référentielle en termes factuels qui puisse davantage nous permettre de constater que ici vous avez failli. Et c'est là où on peut davantage estimer que la communication a péché, parce qu'en réalité, on ne voit pas un ensemble de déterminants et d'indicateurs aussi bien qualitatifs que quantitatifs qui puissent davantage jeter le discrédit sur tel ou bien sur tel autre. Ça, c'est un élément basique. Mais maintenant, lorsqu'on rentre dans le traitement des médias,
il faut également à ce niveau avoir beaucoup plus de relève de discrétion, parce que ceux qui donnent même des leçons aux journalistes ne sont pas des journalistes, ce sont des officiels gouvernementaux, mais qui ont une lecture idéologiquement marquée ou bien politiquement marquée, parce qu'on est en désaccord avec la posture gouvernementale, on estime carrément que nous sommes des opposants, alors qu'en réalité, la construction d'une société relève aussi bien des points de vue convergents que des points de vue divergents. Et il faut aujourd'hui tenir compte de cette bidimensionnalité qui nous permet davantage de relever plusieurs dimensions de la réalité sociale, qui nous permet davantage de savoir que à ce niveau, en fonction de la posture éditoriale choisie par tel promoteur, il faut davantage traiter les informations en estimant que oui, il faut présenter ceci, il faut présenter cela. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que l'on cesse de dire, parce que c'est la dernière articulation que je voudrais davantage mettre en vitrine. Donc, on a estimé que les promoteurs du média qui ont réagi, il est qu'au presto, après la communication du ministre de l'administration territoriale, ils ont usé d'un bras de fer, ils sont en train de faire un bras de fer. Non, il ne s'agit que, là encore, on est là dans une lecture stéréotypée. Moi, je pense qu'il faut percevoir cela comme une forme de mise au point pour clarifier tout un ensemble d'éléments qui ont été présentés, mais qui ne sont pas toujours marqués du sceau de la crédibilité et de la fiabilité du point de vue de ce que le ministre de l'administration territoriale a présenté. Et c'est pour cela que ce soit le président du directeur général d'Equinox TV, que ce soit le président du directeur général de Balafon FM ou bien le directeur de publication de Le Jour, chacun a précisé ce que chaque média fait concrètement par rapport au traitement de l'information en fonction des genres factuels et des genres d'opinion. Ok. On en vient au sujet. Merci, cher monsieur, pour cette très très longue virgule. Aristide Mono, la 10e législature s'est ouverte hier. 167 en principe, députés, parce qu'il y a 13 qui, en principe, seront élus le 22 mars. RDPC 139, UNDP 7, SDF 5, je me perds, UNDP 7, SDF 5, l'UDC 4, MDR 2, PCRN 5, FSNC 2, UMS 2. Alors, je pense que... Comment pas de groupe parlementaire? Première question. Pourquoi? Je pense que ça a été... dans l'opposition, on est parti de l'opposition, c'est ce que je veux dire. En fait, ce n'est pas une surprise. Hein, ce n'est pas une surprise pour vous? Oui, ce n'est pas une surprise parce que nous avons suivi de bout en bout les opérations électorales. On a vu le déploiement des différentes formations partisanes. Il était clair que le RDPC, avec toute la machine et tous les moyens, avait de quoi émasculer totalement l'opposition ou tout simplement priver cette opposition d'un groupe parlementaire. Et surtout avec la défection du mouvement pour la renaissance du Cameroun à la dernière minute, il est clair que toutes les chances ont été totalement gelées ou neutralisées. Donc ce n'est pas en fait une surprise pour nous autres observateurs. Le véritable questionnement, c'est au niveau de la légitimité de ceux qui ont été choisis par les moins de 50% du corps électoral. Je vais me référer là à une sortie d'un membre influent du RDPC, membre du bureau politique de ce parti, M. Marafa Amidou Yaya, qui a fait une sortie le 20 février dernier dans laquelle il revenait sur ce taux d'abstention et établissait un petit parallèle avec la légitimité. Donc il y a un véritable souci de légitimité. Est-ce que ceux qui ont été portés représentent effectivement la nation? Parce que les députés sont des représentants de la nation. Si aujourd'hui on se retrouve avec des représentants de la nation qui ont été choisis par moins de 50% de ceux qui devaient aller voter, ça pose problème. Est-ce qu'ils ont en fait toute la popularité nécessaire, tout le soutien populaire nécessaire pour mener à bien les missions qu'ils doivent désormais porter au profit des populations? Est-ce qu'ils auront une adhésion populaire dans la gestion des tâches qui leur ont été confiées? Je pense que c'est une véritable problématique et on devrait normalement se pencher sur cette problématique pour voir effectivement si cela peut porter la voix des populations. Deuxième élément, et je pense que je vais entrer là dans
le travail des parlementaires pour essayer d'interroger une fois de plus cette masse, cette couche de la population qui a été élevée au rang de porteur de haut-parleur de la population. Le travail des parlementaires dans une république ou dans une démocratie, c'est en fait le conque au pouvoir. Les parlementaires, les parlementaires font partie du pouvoir législatif et ils doivent donc créer un rapport de force face au pouvoir exécutif pour question d'avoir cette homéostasie nécessaire dans la vie des institutions en démocratie. Alors, il y a deux tâches qui incombent en fait à ces parlementaires pour créer cet équilibre. Il y a déjà la production et le vote des lois. Il y a également le contrôle de l'action gouvernementale. Si on se réfère à ce qu'on a observé jusqu'ici, depuis 1992, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu pratiquement, en tout cas, il n'y a pas eu de proposition de loi, c'est-à-dire des lois il n'y a pas eu de proposition, il n'y a pas eu de loi issue des propositions, c'est-à-dire une émanation des parlementaires. Alors, on se pose bien la question de savoir à quoi sert donc en fait le Parlement si à chaque fois il faut adouber tout simplement ou enregistrer et applaudir ce qui est fait par l'exécutif, et pourtant c'est une mission totalement partagée entre l'exécutif et le législatif. Il n'y a pas eu vraiment un travail dans ce sens, et aujourd'hui on se retrouve avec une majorité hyper confortable ou obèse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les mêmes causes donnant les mêmes effets. Il est clair qu'on pourra se retrouver pratiquement avec la même léthargie au niveau de la production des lois. Au niveau même du vote, vous allez vous rendre compte que des amendements qui ont été, des grands amendements qui ont été apportés dans le vote des différentes lois, vous allez vous rendre compte qu'en fait ces amendements sont ceux de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République qui en fait revoit un peu la loi de finances et se dit qu'il faudra intégrer. Entre-temps, les députés n'ont pas eu cette vigilance-là de déceler quelques manquements de ce projet de loi. Maintenant, au niveau de la deuxième tâche fondamentale qui est celle du contrôle de l'action gouvernementale, il y a deux modalités. La première, c'est tout simplement la séance des questions-réponses à cette séance à laquelle sont soumis les parlementaires, les membres du gouvernement. On se rend compte que de ce côté-là, c'est un théâtre total, hein, pour ceux qui ont déjà eu à assister à ces exercices du côté de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas réellement échange, c'est-à-dire des questions sont énoncées en avance, le membre du gouvernement arrive, il donne la réponse et on ne rebondit pas sur ce que le membre du gouvernement a dit. Il y a également des enquêtes parlementaires. Il y a eu de gros scandales depuis 1992. Les derniers en date, c'est en fait la question de la CAN et la crise anglophone. Le Parlement ne s'est pas saisi de ces deux crises-là pour interpeller le gouvernement, lui demander des comptes. Donc se pose donc la question de savoir, avec une minorité comme celle que vous avez annoncée tout à l'heure, l'UNDP 7, le PCRN 5, le SDF 5, on se demande bien, est-ce qu'on aura vraiment un changement dans des habitudes, dans des pratiques qu'on a eu à observer de ce côté-là, sans toutefois faire un procès en sorcellerie aux nouveaux élus, à qui j'adresse d'ailleurs mes félicitations. Attendons voir le maçon au pied du mur. Justement, David Eboutou, au regard de cette configuration, on dit que tout n'est pas joué. Il y a le 22. Certains disent que le SDF pourrait s'acheminer vers un certain nombre de députés afin d'avoir un groupe parlementaire. Est-ce qu'avec tout ça, il y aura un réel changement à l'Assemblée? Les lignes peuvent véritablement bouger face à la majorité obèse du RDPC? Alors, je crois qu'il y a deux deux questionnements qui reviennent dans votre question fondamentale. C'est celle de savoir, la première, la représentativité aujourd'hui de ce Parlement-là, ces parlementaires notamment, qui le représente effectivement, il représente qui? Je n'en sais trop rien. Et la deuxième qui ressort de votre question, c'est de savoir que peut-on attendre de ces parlementaires, ces députés qui viennent d'être élus au niveau de l'Assemblée nationale, de la Chambre basse du Cameroun. Et même si vous essayez de trouver une brèche avec l'élection partielle qui va avoir lieu dans quelques régions, le 22 prochain, il me semble que
malgré les conjectures qu'on peut faire en termes de lecture, rien ne va bouger, même si on prenait tous les 13 députés, qu'on les donna, ou je ne sais pas trop, aux 7 partis de l'opposition qui ont eu quelques députés, il me semble qu'aucun aura toujours un coup par la tête, sauf si, dans les arrangements... Non, le SDFP, oui, le sauf SDFP si, déjà 5. je suis en train de dire, sauf si, sur un plan strictement empirique, on se retrouve dans des petits arrangements que l'on sait. On n'est pas tchadien, on est au Cameroun, donc on sait comment ça se passe. Le parti d'en face peut bien décider de dire au SDF, écoutez, voilà, pour nous apporter un contre-pouvoir, entre guillemets. Donc, la question reste là, c'est pourquoi aujourd'hui on en est véritablement à être en face d'une structure aussi importante comme celle-là et qui dans le fond ne représente rien. C'est-à-dire que, regardez, depuis le lancement de cette 10e législature, on n'en parle pas. Les citoyens vaquent normalement à leurs occupations. C'est à peine si un citoyen lambda peut vous dire qu'il attend quelque chose de cette 10e législature, simplement parce qu'il y a comme une lourdeur dans l'esprit des masses, depuis même le lancement de la campagne, ou même de la campagne électorale. Il y a comme un détachement, une lassitude qui a frappé systématiquement les Camerounais et qui se mettent systématiquement à l'écart de la chose politique. Et cette mise à l'écart des Camerounais de la chose politique a une raison. C'est qu'ils ont tellement été déçus par le process qui encadre ou qui entoure l'élection, les élections chez nous. Et beaucoup en sont arrivés à se dire, qu'est-ce qu'on y va faire finalement, puisque y aller ou ne pas y aller, il y aura le même impact. Et ça fait donc que l'impact est tout de suite ressenti au niveau de l'opinion, au niveau des masses, qui ne se sentent pas concernés de ce qui se passe d'un point de vue institutionnel et structurel. Ils se disent, ça ne nous engage pas. Et je trouve ça extrêmement grave. C'est des choses, peut-être pas d'un point de vue sémiotique, qui devraient amener les autorités d'un pays comme celui-ci à s'arrêter et à repenser effectivement tout ce qui encadre en termes de mécanique notre système électoral. Parce que dans le fond, et Mono commençait à rappeler les missions de nos parlementaires tout à l'heure, c'est deux missions que même un bébé peut vous donner: contrôler l'action du gouvernement et puis voter les lois. Alors si nous restons simplement dans ce confinement-là, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement et voter les lois, là-bas, ça va se passer comment? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le RDPC à lui seul est à combien de députés? 139 députés. En attendant le 22. Ce qui veut dire que le RDPC étant parti pris directement dans l'action gouvernementale, il n'y a aucune action gouvernementale qui est possible. À côté, vous dites voter les lois. Depuis 92, on vous a rappelé tout à l'heure, il n'y a eu personne qui a levé le doigt pour faire une proposition de loi. Dans les autres pays, dans le RDPC, personne ne lève le doigt. Ça fonctionne comme ça. C'est pas moi qui ai créé l'expression chambre d'encaissement. C'est ce qu'on dit. Chambre d'enregistrement. C'est-à-dire que les propositions de loi partent parfois de la présidence de la République, atterrissent là, on encaisse, il y a ceux qui dorment et se réveillent pour applaudir. Ça fonctionne comme ça. On est habitué, c'est pour cela qu'on s'en lasse. Et une actualité forte comme celle-ci qui devrait nous interpeller, ne nous dit rien. C'est à peine si effectivement on se sent concerné, simplement parce que en face, le pouvoir en place a réussi systématiquement à créer un process, une mécanique subtile qui a fini de décourager, systématiquement décourager toute petite velléité d'engouement démocratique que n'importe quel Camerounais lambda peut avoir vis-à-vis de la chose politique de son pays. Ils ont réussi, et ça c'est ingénieux ça. C'est-à-dire que vraiment quand M. Biya ne sera plus là et qu'il nous laissera ses mémoires, il devra un peu nous dire comment il s'en est pris. C'est de la haute intelligence politique. Je n'en reviens pas. C'est-à-dire réussir à tuer tout un peuple, à le rendre végétatif. C'est-à-dire qu'on ne vit plus. Aujourd'hui on végète. On regarde ces choses comme ça. Personne ne fait rien. Personne ne se bouge. Et en face, pendant qu'on croit que notre inertie peut les amener à se bouger, non, ça l'est complet. Ils sont tranquilles, la preuve. Regardez une formation politique comme le MRC. Donc moi, je continue à critiquer le fait qu'il n'ait pas pris part au processus électoral parce que j'ai pensé jusqu'à la dernière minute qu'ils auraient pu faire quelque chose à travers la popularité que tout le monde peut voir sur le terrain. J'ai dit, avec cette actualité-là, on a bien vu qu'au lieu que le parti au pouvoir se dise, certainement ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu un certain nombre de défaillances structurelles et institutionnelles, ils ont applaudi et aujourd'hui, ils en sont occupés de façon obèse. Tout le Parlement et en sont fiers. Simplement parce que une institution comme le Parlement, comme l'Assemblée nationale dans un pays comme le Cameroun, n'est pas perçue du point de vue du résultat, n'est pas perçue comme un contre-pouvoir. Dans la conception, le Parlement, l'Assemblée nationale, est perçu par ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont mis en place, comme un strapontin qui récompense à travers des prébendes, des amis. Et donc, regardez par exemple, aujourd'hui on aurait pu avoir à cette session de plein droit
on aurait pu avoir de plein droit, on aurait pu avoir la désignation d'un bureau complet. C'est-à-dire savoir qui est le président de cette institution-là. Il est malade à Paris, on n'en parle pas, on a trouvé des subterfuges, c'est-à-dire que la doyenne d'âge est arrivée là, elle a lu un discours, on va passer au vote des autres membres, les vice-présidents, les questeurs et les membres, les différents bureaux de commission, mais on ne touche pas le président simplement parce que tout est fait de façon verticale. Il faut attendre que le président donne un ordre, dise qui sera là-bas, qui lui va assurer avec la même ferme, son macarot sur la table, pour dire voici comment ça fonctionne. C'est comme ça. Donc, finalement, rien n'aime personne, on est habitué et on regarde cela, on se dit ok, peut-être seule la nature nous délivrera. Ok. Serge Bikoy, revenons à ces partiels du 22 mars prochain. Le SDF, 5 députés, on sait qu'il y a une demi-douzaine de partis qui seront en lice pour ces partiels du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ça dérange le RDPC qu'en face, il n'y ait pas un groupe parlementaire? Ça dérange, mais il faut aujourd'hui réfléchir en termes de questionnement, parce qu'en réalité, l'architecture de l'Assemblée nationale est composée aujourd'hui de 167 députés. Oui. Mais maintenant, à partir du moment où le corps électoral a été convoqué pour le 22 mars prochain, fondamentalement, il pourrait, en fonction du travail qui va être implémenté lors des commissions de validation des mandats, voir comment on peut justement réfléchir pour arrêter momentanément les travaux, de manière que les élections se passent à telle enseigne que l'on puisse aboutir au nombre effectif des députés, qui est de 180. Et c'est ainsi que, en termes de ce questionnement, en termes de cette conjecture, on peut davantage avoir une idée suivant laquelle, peut-être après les élections, c'est probablement après les élections que finalement le bureau de l'Assemblée nationale sera composé. En fait, ce sont les grilles de lecture que l'on formule, de même que les conjectures à l'Assemblée nationale par rapport au travail qui se déroule lors des travaux en commission de validation des mandats. Parce que nous sommes aujourd'hui le 11 mars et le 22 mars, lorsque les élections vont se dérouler, fondamentalement et de façon probable, il risque d'avoir justement l'élection du bureau de l'Assemblée nationale après, de manière que l'on puisse maintenant atteindre le nombre effectif des députés. Et si il arrive par exemple qu'un parti ait un groupe parlementaire, par exemple le FDF, c'est là où on pourrait davantage se focaliser sur la réflexion suivant laquelle, vous savez, lorsque vous avez un groupe parlementaire, vous bénéficiez, vous avez le président du groupe parlementaire, vous avez le secrétaire général du groupe parlementaire, vous avez un vice-président de la commission des finances, vous avez des questeurs. Oui. Et là, ça risque de présenter d'autres réorientations par rapport à la structuration même de l'Assemblée nationale. Donc tout va se focaliser, tout va être davantage tout va davantage être implémenté en fonction des résultats du 22. Des résultats du 22. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il ne faut pas... Et si le RDPC prenait les 13 sièges, qu'est-ce qu'on fait donc? On n'aura véritablement pas avancé. Oui, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on table sur ces conjectures-là. Si le RDPC rafle alors l'ensemble des sièges, ça veut dire que l'on bascule finalement là, et dans une majorité carrément obèse. Et c'est ça qui pose un problème aujourd'hui. Le bureau sera constitué essentiellement des membres du RDPC. Des membres du RDPC. Et on veut éviter ça, selon vous? C'est ce qu'on veut éviter? Oui, moi je vois que vous savez, aujourd'hui il faut avoir des grilles de lecture plurielles. Ne pas être beaucoup plus fixiste sur une lecture qui est unidirectionnelle. Moi je pense que la convocation du corps électoral pour le 22 mars permet aujourd'hui de constater que en fonction des réaménagements, en fonction des formes d'accommodation, en fonction des formes d'interaction qui peuvent exister entre tel parti politique et tel autre, il peut avoir justement le fait que tel parti politique bénéficie par exemple des strapontins au niveau de la députation. Vous savez bien que le nord et le sud-ouest c'est le fief électoral du SDF. Et donc par conséquent, il risque justement d'avoir des sièges de députés au SDF. Et si jamais le SDF a par exemple 11 sièges de députés, plus les 5, ça va faire 16. Par conséquent, c'est un groupe parlementaire qui pourra vous permettre davantage d'avoir droit à ces avantages-là. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir par exemple un groupe parlementaire vous permet aujourd'hui de contrebalancer le cours de l'évolution des travaux de l'Assemblée nationale? Non. On a vu tout ce qui s'est passé lors des législatures antérieures, où il n'y a pas justement cet impact positif sur les propositions de loi. Aristide Mouno relevait tout à l'heure un cas emblématique qui est non des mots à savoir qu'il n'a jamais eu de proposition de loi depuis 1992. Ce sont des éléments qui nous permettent aujourd'hui de constater que, en fait, l'arène législative est aujourd'hui devenue une espèce d'applaudimètre des élus du peuple. Et là, ça pose des problèmes. C'est pour cela que, finalement, l'arène de la Chambre basse du Parlement camerounais
est une chambre d'enregistrement. Il n'y a pas quelque chose qui puisse davantage se déterminer de manière que l'on puisse davantage voir un basculement vers un changement systématique. On risque donc de surfer là sur ce qu'on appelle théoriquement des permanences. Parce que dans le jeu de la structuration de l'Assemblée nationale, il faut véritablement qu'il y ait deux modalités. Les permanences et les ruptures. Mais telle que la configuration est faite à travers la majorité obèse du RDPC, on risque de surfer une fois de plus sur les permanences. C'est-à-dire que des mêmes modalités qui vont toujours exister et qui existent depuis des années, à savoir qu'il n'y aura pas véritablement un sursaut d'orgueil, par exemple des formations politiques de l'opposition camerounaise, qui puissent infléchir le cours de l'évolution de l'Assemblée nationale. Lorsque vous voyez aujourd'hui l'UNDP 7 députés, le PCRN 5 députés, l'UDC 4 députés, est-ce que même si l'on forme également cette coalition-là des partis politiques de l'opposition, est-ce qu'il peut avoir un contrebalancement de manière que l'on puisse permettre davantage d'infléchir sur les 137 députés qui existent aujourd'hui, sur les 137 députés du RDPC. C'est pour cela qu'aujourd'hui on réfléchit. Ça, c'est au niveau de la structure même de l'Assemblée nationale. Il faut également réfléchir sur des éléments de fond par rapport aux défis qui sont attribués notamment aux députés lors de cette législature. Parce que, il faut tenir compte de ce que nous sommes là dans un contexte où il faut véritablement implémenter la décentralisation de façon renforcée, même si aujourd'hui il y a des grilles de lecture qui visent davantage à saper le travail de l'État. Parce que si aujourd'hui l'on se rend davantage compte que le statut spécial même qui a été débattu lors de la session parlementaire extraordinaire n'a pas fait l'objet d'intérêt de façon approfondie, parce que d'aucuns étaient préoccupés de réfléchir sur les élections législatives et municipales. Maintenant, c'est maintenant le moment opportun pour les figures politiques de l'opposition de pouvoir mettre davantage l'accent sur la réflexion, sur l'accélération de cette décentralisation, sur le statut spécial, de même que sur les 15% qui sont attribués aux côtes des collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'en réalité, l'enjeu va davantage tabler sur comment aujourd'hui créer des modalités financières pour attribuer les 15% aux collectivités territoriales décentralisées. Lorsque l'on sait aujourd'hui que la crise sociopolitique actuelle a davantage créé une espèce de situation moribonde des caisses financières. L'institution malheureuse aujourd'hui, c'est le ministère des Finances. Est-ce qu'avec le principe de l'unicité des caisses, on pourra davantage optimiser les ressources financières de manière à optimiser cette décentralisation? Je pense que c'est à ce niveau que la problématique doit davantage se situer pour voir comment on peut trouver de temps à autre quelques scories, quelques formes d'inertie ou bien quelques pesanteurs à cette implémentation-là. Aristide Mono, justement hier dans son discours, Laurentine Kouafégué, la doyenne d'âge, est revenue sur ce qui fait les choux gras et de la presse, le rayonnement de notre pays. Donc ce débat-là est revenu. Il y a des gens qui noircissent le Cameroun, d'autres qui pensent que tout est beau et rose. Je pense qu'on est, comme Serge Mikoy le disait tout à l'heure, dans les logiques routinières, donc dans la continuité. Il n'y a pas assez de rupture, que ce soit dans les démarches fonctionnelles, structurelles ou tout simplement les propos qui sont tenus par les différents acteurs. Il n'y a pas, en fait, dans l'esprit de nos élus, une certaine rupture entre moment de campagne et moment de l'action. On n'est plus en campagne, on n'est plus dans des luttes de pouvoir. Par conséquent, il faut rentrer dans l'action. Ce qui interpelle aujourd'hui nos élus, ce n'est pas de savoir si le Cameroun connaît un rayonnement, s'il y a des ennemis. Or, il faut passer à l'action. Nous avons des problématiques urgentes. Nous sommes en train de perdre des hommes, nous sommes en train de perdre des compatriotes du côté du nord-ouest, que ce soit des civils, que ce soit ceux des forces de défense et de sécurité. Voilà des urgences qui doivent nous attendre. Et lorsque vous arrivez au Parlement, il faut faire des efforts de se distancier de la discipline du parti, parce que vous êtes élu de la nation, vous n'êtes plus élu du parti politique. Vous avez à rendre compte désormais à la nation et non au parti politique. Le parti politique n'est que cet ascenseur qui vous permet de gravir dans ces étapes et devenir élu de la nation. Et c'est ce qui a toujours manqué à nos élus. Lorsque vous lisez le discours, ça ne ressemble pas à tout ce que M. Cavaillé Djibril a toujours dit depuis des années. Ça ressemble pratiquement à ce que M. Hilarion Idon a toujours dit. Ça ressemble à ce que M. Nyadi Fendi a toujours dit. Là où nous attendons nos députés, ceux du RDPC, parce que ce sont eux qui vont faire l'affaire à nouveau. Parce que tout ce qui peut être fait par des partis, ma foi, très minuscules,
avec cette face à 139 139 pour le moment. 5 face à 139, je pense que il faut tout simplement rester dans la propagande ou alors faire dans la flagornerie pour dire qu'on va bousculer quelque chose au niveau de l'hémicycle. C'est le RDPC qui va dicter et tous les yeux doivent être rivés vers l'action du RDPC. Et s'il y avait une pression à mettre, je ne peux pas me mettre à mettre la pression sur le PCRN, il ne représente absolument rien. Je ne vais pas mettre la pression sur l'UDC, il ne représente rien. Si j'ai une pression à mettre, pression du citoyen sur son élu, ça sera aux élus du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que ce sont eux qui doivent changer. Et je pense que les crises actuelles doivent amener ceux qui aujourd'hui ont récupéré ces charges de prendre conscience de la charge qui leur incombe. Ils doivent normalement se rassurer que le Cameroun est en train de patiner vers une bonne trajectoire. Donc, au lieu de continuer à faire ces discours clivants, parce que je me dis, il faut à chaque fois titiller l'opposition, on n'est plus dans cette lutte. Le RDPC a déjà 139, comme les autres disent vulgairement au quartier. On vous a laissé. Désormais, on attend l'action. On ne veut plus de combat, on attend l'action. Et nos députés doivent comprendre à un moment donné que si les grandes nations ont eu à braver les dictatures, ont eu à glaner des points en termes de démocratie, c'est par rapport au jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. Le législatif doit jouer son rôle, le judiciaire doit jouer son rôle et l'exécutif doit jouer son rôle. Mais si on se rend compte que dans la Constitution, on est dans un semi-présidentialisme ou dans un semi-parlementarisme, mais que dans les faits, on a plutôt affaire à un hyper-présidentialisme, c'est-à-dire le président de la République, le secrétariat général de la présidence de la République a fait main basse sur toutes les institutions, que ce soit l'exécutif de façon globale avec le gouvernement, que ce soit le législatif ou le judiciaire, mais je me dis, on ne va pas avancer avec ce genre de pratique. Il faut que chacun reprenne sa place, ce qu'on appelle la division des rôles en démocratie, que l'institution qui représente la nation à chaque fois prenne ses responsabilités pour demander à l'exécutif exécute, c'est-à-dire fait ce que le législatif a dit, donc ce que le peuple a dit, et le législatif doit demander les comptes de temps en temps, c'est-à-dire lorsque monsieur Diongouté passe au Parlement, on doit lui poser des questions. Il doit nous dire, par exemple, pourquoi la CAN n'a pas eu lieu, pourquoi est-ce que nous avons Ebola au Cameroun avec toute la sécurité qui a été menée. C'est ça le rôle du parlementaire. Et je me dis, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec certaines pratiques qui n'honorent pas la démocratie. Je ne sais pas si ailleurs, les députés font dans des micro-projets. Le député fait quoi avec le micro? Je pense que ce qui exécute, c'est-à-dire ceux qui doivent implémenter ce que le peuple a dit, c'est l'exécutif et non le député. Mais lorsque le député se retrouve avec des micro-projets, mais s'il veut devenir un entrepreneur, il n'a qu'à mettre sur pied une entreprise, immédiatement il trouve des actionnaires et il engage ses activités. Le député a pour rôle de produire ce que l'exécutif doit faire et de contrôler ce que l'exécutif a eu à faire, et non venir faire les micro-projets et autres. Donc, il y a une certaine interpellation qui doit être formulée par l'ensemble de la nation face à un parti politique qui a récupéré pratiquement la quasi-majorité des places. Il faut que le peuple camerounais arrête de se disperser. Parce qu'à un moment donné, on va faire comprendre au peuple que c'est plutôt l'opposition, c'est plutôt ceci. L'opposition n'a aucun compte à nous rendre. On n'a donné aucun mandat à l'opposition. Nous avons donné nos mandats, nos voix au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On peut peut-être quereller la fiabilité ou la crédibilité du processus qui a fait en sorte qu'il récolte ces mandats, mais nous ne sommes plus à ce débat. Actuellement, ils ont pris l'engagement devant la nation. On attend tout simplement que ces gens nous offrent ce qu'ils ont promis. Vous savez, l'élection, c'est un marché. Il y a le vendeur. Le vendeur, c'est le parti politique. Et qu'est-ce que le parti politique, qui est considéré dans cette logique comme entreprise, propose? Il propose deux choses. Le programme et la personne qui va implémenter ce programme. Voilà les deux produits que l'entreprise partisane propose aux électeurs. Et les électeurs sont des acheteurs. Alors, lorsque l'électeur arrive dans l'isoloir, il prend les offres.
il scrute les offres, il dit, je jette mon dévolu sur cette offre. L'offre RDPC, avec donc son programme et ses hommes. En retour, après l'achat, l'électeur rentre chez lui. Il attend qu'on lui livre la marchandise. C'est-à-dire, toutes les vertus qu'on a eu à vanter et à vendre, vertu du programme, vertu du candidat, et à la fin du mandat, l'électeur qui est donc l'acheteur fait donc le bilan. Est-ce que la marchandise a été livrée? Si la marchandise n'a pas été livrée, il rompt immédiatement le contrat. Mais si la marchandise a été livrée, il dit je peux continuer avec ce vendeur. Mais si ça n'a pas été le cas, il cherche un autre vendeur. Donc il faut que nous ayons, comme je le disais tout à l'heure, l'éthique de la démocratie. La démocratie est strictement rationnelle. En tout cas, ça vient d'abord du libéralisme. Oui. Donc, c'est-à-dire, on est dans un marché et il ne faut pas qu'il y ait un marché de dupes. Et nos élus doivent comprendre qu'on n'attend rien de l'opposition. Actuellement, la campagne est terminée. Que les élus nous fournissent ou alors nous livrent la marchandise qui a été achetée. David Boutou, à vous entendre, cher monsieur, vous écoutez, on a comme l'impression que rien ne va véritablement changer. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux-là qui ont pensé que ça ne valait pas la peine, ce double scrutin? Pas la peine d'y aller. Justement, ça me permet de revenir sur certaines choses qui ont été dites par, que ce soit mon frère Bikoy ou Aristide, par Aristide, pour dire que oui, j'ai bien aimé l'image tout à l'heure, mais le tout se trouve dans la livraison. Oui. Alors, qui conduira le véhicule pour aller livrer? Alors, est-ce un pick-up, est-ce un taxi? Ça va se passer comment? Quelle est la distance? Parce que si c'est un bosquet, on sait ce qui peut se passer entre deux bosquets. Donc le tout se passe parfois dans la livraison. Et à ce niveau-là, ça pose problème. En court-circuit. Donc, et tout à l'heure, en écoutant mon cher frère Bikoy, oui. il a cru dire qu'il a des attentes. J'ai pas bien compris. À quel niveau peuvent se trouver les attentes du brillant analyste Bikoy? Parce que si on prend d'un point de vue strictement empirique, chaque structure, vous le dites en sociologie, chaque structure est à l'image de celui qui a la tête de celle-ci. Cavaillé Gibril, vous le prenez, ça fait 28 ans qu'il est là. C'est-à-dire que quand vous dites 28 ans, pour qu'on se comprenne très bien, il y a des enfants qui sont nés, qui ont fini le cycle primaire, maternel d'abord, primaire, secondaire, et ils ont achevé leur thèse de doctorat. 28 ans, ils ont achevé leur thèse de doctorat, ils sont en train de chercher du travail. Et M. Cavaillé, le très honorable, je crois que c'est comme ça, est toujours là. C'est exactement le même cas pour moi et M. Biya, c'est-à-dire que je n'ai connu que lui. Donc ça crée même une forme de blocage psychologique. Une fossilisation. Une fossilisation. C'est-à-dire que vous vous retrouvez le matin en train de faire des cauchemars. C'est-à-dire que moi, par exemple, si on me dit que M. Biya n'est pas là, je pourrais devenir fou parce qu'il m'a habitué à le voir, c'est lui que je connais. Je ne connais plus personne. Donc, quelque part, même en moi, il y a quelque chose qui me dit vraiment tu ne vivras qu'avec lui. Et j'ai même fini par croire qu'il est éternel. Vous comprenez? Parce que quand j'écoute les gens du RDPC ou quelqu'un qui était ici sur le plateau, il était assis exactement là où vous êtes là. Alors, on s'est cru à un moment qu'on était en plein dans le délit divinatoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit finalement qu'un homme est devenu un dieu. Et donc qu'il lui doit adoration. J'avais cru d'ailleurs qu'à la fin de l'émission, Serge Autour dirait directement Amen, comme dans une église. Ça la courtisanerie. Une courtisanerie abjecte en fait. Et ça, c'est de la maladie, c'est de la pathologie. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment des individus comme ça vivent en société et ça me pose des problèmes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut convoquer aujourd'hui à la lumière de notre Parlement, de notre Assemblée nationale depuis au moins 30 ans, qui font qu'aujourd'hui, on est en droit de ne rien attendre. Je vous ai pris l'exemple du très honorable, depuis la tête, l'architecture. Comment celle-ci se déploie. C'est-à-dire que quand vous dites que le RDPC a déjà 139, donc majorité obèse, et vous parliez encore tout à l'heure de la séance des questions-réponses aux membres du gouvernement, tout le monde sait que ça ne se passe pas de façon spontanée. C'est des questions que vous envoyez et on étudie, on prend ces questions, on envoie aux membres du gouvernement qui peut dire vraiment je ne souhaite pas que mon camarade me pose telle question parce qu'elle m'embête un peu. Elles sont filtrées et on se retrouve dans une espèce de théâtre où finalement c'est le peuple qui regarde ça. Mais aussi, ça rejoint ce que je disais en prologue, le peuple a compris ça. C'est-à-dire qu'on a tellement expliqué ces choses-là et le peuple a compris. Et la sentence c'est quoi? Le peuple s'en lasse et a dit vraiment je regarde cette histoire à distance en attendant que par les subtilités de la nature, on ne sait pas trop. Et puis,
par ce que nous appelons en histoire le matérialisme historique, c'est-à-dire la capacité des conjonctures de s'adapter à certains événements et à muter. C'est-à-dire que, oui, ce matérialisme historique-là peut effectivement faire que, on ne sait pas, par un coup d'orgueil, mais vraiment là, nous sommes là dans des conjectures, mais des conjectures qui ne reposent pas véritablement sur des indicateurs précis. Parce que, et je sors par là, il me semble que cette mandature est d'autant plus sérieuse qu'on se serait attendu à pas mal de choses. Cette mandature, et je souscris à cette thèse-là, est celle qui pourrait enfin donner lieu à une alternance, pour ne pas parler d'alternative, dans notre pays. Il y a des choses qui se disent, je suis analyste politique, on comprend des choses ça et là, vous le savez Serge, il y a des analyses ça et là, il y a une certaine dynamique internationale, bref, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, il y a des fortes espérances qui font que, on se dit, il y a des choses qui pourraient bouger durant ces 5 ans. Mais maintenant, l'institution principale qui aurait pu être le cœur, le nœud de l'accompagnement de toutes ces choses qu'on pourrait attendre, si elle est déjà en elle-même bloquée, verrouillée, ça pose un véritable problème. Et on se dit, bon Dieu, on est foutu. Parce que, dites-vous très bien, quand vous regardez une institution comme notre Parlement, avec la mécanique que je décrivais tantôt, les nouveaux acteurs qu'il y a aujourd'hui, interroger les profils ou les trajectoires, voire les pédigrés de ceux qui y sont. Est-ce qu'on peut vraiment vous citer 2 ou 3 figures fortes dans ce Parlement? C'est-à-dire que je mets au défi quelqu'un de me dire, il y a trop, comme on a connu en 92 par exemple, on vous dit, tel va faire ceci, tel, on vous citait 3 noms, on vous alignait 3 noms de figures progressistes qui auraient pu déclencher, c'est pas trop, un débat houleux à l'Assemblée nationale de manière à créer un effet véritablement une certaine dynamique. Je vous cite Cabral Libi et Kopi Tadamou. Bon, passez la parole à... Qu'est-ce qui se passe, David de Boutou? Ça va, moi j'ai terminé, il faut que Bikoy prenne la... Bien, bon, je vous pose donc la question. Oui, allez-y. 139 présents hier, donc ça fait 28 qui n'ont pas répondu à l'appel, sur les 167 élus. Parmi les absents, pas seulement le très honorable Cavaillé Yegetipril, il y a aussi Thomas Enon Damjoya. Elle a fait le choix de la mairie. Qu'est-ce qu'on peut justifier son absence? Ah oui, il y a un débat qui a régné notamment sur la posture finale que devrait prendre cette dernière. Je crois qu'elle n'est pas la seule dans cette... Oui, elle n'est pas la seule. Il y a elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs figures qui sont concernées justement par cette perspective, parce que je vois également le maire de Bafang et le député, Pierre Cuomo. Voilà, Pierre Cuomo qui était également hier. On a eu l'occasion d'échanger. Mais je pense que chacun devrait choisir en fonction des enjeux qui se présentent au niveau de la mairie par rapport à la décentralisation dont on parlait tout à l'heure. Il y aura également ceux qui vont choisir par rapport même aux différents enjeux au niveau de la législature. Mais moi je pense que au-delà de ces éléments qui restent de main formelle, l'analyse consiste davantage ici aujourd'hui à déviser sur les différentes actions qui nous permettent davantage de voir comment on peut se situer dans la perspective de la dynamisation de l'Assemblée nationale. Même si aujourd'hui on peut davantage regretter un ensemble de fossiles qui restent demeure, parce que David Boutou relevait tout à l'heure le cas de Cavaillé Dibri qui est devenu une espèce de fossile au niveau de la tête de l'Assemblée nationale, et ça pose un problème. Parce qu'on rentre là dans la dynamique de la routinisation d'une chambre qui ne fonctionne pas en réalité, qui reste inerte, inchangeable et donc statique. Alors qu'en réalité, on a besoin d'un ensemble de mouvements, de dynamiques, bref, une perspective qui rentre dans l'actionnalisme et le dynamisme. Mais on se rend compte qu'il y a un problème de fond. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut davantage regretter. C'est vrai qu'on se situe sur la perspective du long terme, 5 ans. Et en fonction de ces 5 ans-là, tout peut changer. Il y a de la conjoncture internationale qui nous transplante dans les pressions qui peuvent intervenir. Il y a l'âge du président de la République. Il y a même un ensemble d'enjeux par rapport au règlement de la crise sociopolitique qui règne dans le nord et le sud-ouest. Parce que tout peut changer en fonction d'un ensemble d'invariants ou bien de déterminants qui rentrent dans l'influence de la dynamique politique. Et c'est pour cela qu'il faut justement rentrer dans la perspective du matérialisme historique dont faisait justement mention David Boutou tout à l'heure. Parce que ça nous permet aujourd'hui de convoquer un ensemble de déterminants sociaux, politiques, économiques qui peuvent influencer le cours de la masse des affaires de la République. Mais maintenant, tout va dépendre des acteurs. Parce que tout ne peut pas naître ex nihilo.
il va falloir évidemment qu'il y ait des acteurs qui puissent booster, par exemple, la réflexion, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la réflexion systématique sur la crise anglophone. C'est maintenant que les débats devraient davantage être approfondis sur la crise anglophone. C'est maintenant que les débats devraient être approfondis sur la décentralisation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut interroger les acteurs. Parce que ne l'oubliez pas, il y a aujourd'hui une typologie de députés. Il y a les députés qui sont aujourd'hui des députés conformistes, c'est-à-dire qui travaillent, qui sont rigoureux. Il y a des députés aujourd'hui entrepreneurs économiques, c'est-à-dire qui longent dans les couloirs des ministères, on va revenir à l'achat des marchés. Il y a des députés aujourd'hui déviants. On va revenir là-dessus. On va également revenir avec David Eboutou, que tout à l'heure, il n'a pas terminé son propos. C'est promis, David, hein, tout à l'heure. Non, on dire ma place. Hein. Madame, Monsieur, nous allons donc terminer avec cette première partie équinoxoire. Le temps pour nous de aller à Douala où nous entendons déjà Cédric Noufelé pour le 20h. Bonsoir Cédric. Voilà, c'est à vous. Douala.